Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue dans ce matin glacial pour écouter les autrices, parce que finalement, nous aurons que des autrices ce matin, puisque François Sureau nous a annoncé qu'il ne pourrait pas se joindre à nous. Donc, des autrices qui, j'en suis sûre, vont nous réchauffer le cœur, l'esprit, avec les ouvrages qu'elles vont publier cet hiver et ce printemps. Et nous allons tout de suite commencer avec Gaëlle Josse. Gaëlle Josse qui publie son premier livre chez Buchet-Chastel. Le titre de ce livre, À nos blessures, un royaume. Bonjour Gaëlle Josse. Bonjour Gilda. Alors, merci beaucoup parce que je sais que vous êtes un peu grippée et merci d'avoir, malgré cette petite grippe ou grosse grippe, accepté de participer à cette rencontre. Alors, ce nouveau livre met en scène, c'est le cas de le dire, Agnès. Agnès est danseuse. On découvre qu'après un spectacle, elle a préparé son sac à dos et elle a décidé de partir dans un périple à travers l'Europe. On ne sait pas tout de suite quelle est la destination finale. Elle va aller à Nice, Milan, Mantoue, Trieste, et puis je ne dis pas tout de suite la destination finale. Agnès est en deuil, son compagnon est décédé et donc elle est dans ce temps de reconstruction après un deuil et elle emporte avec elle un livre, un livre qui était le livre préféré de Guillaume, son compagnon. C'est le livre aussi qu'elle lui a lu sur son lit de mort. Ce livre s'intitule Quelques Éden, lettres à ma fille. C'est le seul livre d'un écrivain qui s'appelle Julien Lancel. Peut-être vous pourriez, Gaëlle, nous raconter la place du livre dans ce roman. D'accord. Alors, est-ce que je commence par la place du livre? Parce qu'en effet, il y a un petit peu un livre dans le livre. Et, Absolument, oui. et c'est ce livre qui est l'objet de ce voyage. Puisqu'en fait, Agnès, c'est une femme qui porte beaucoup de choses sur ses épaules, qui portent des vivants, des présents qu'elle fait danser ensemble. Il y en a qui sont valides, il y en a qui le sont beaucoup moins. Et elle porte aussi un absent. Et cet absent, il pèse peut-être à lui tout seul beaucoup plus lourd encore que tous les vivants. Et à un moment, elle n'arrive plus à porter tout ça. Et elle se rend compte qu'elle doit faire quelque chose. Donc elle va partir pour un voyage un petit peu, un périple un petit peu erratique, qui est pas le déplacement le plus rapide d'un point A Non, à un elle point choisit B. l'autobus. Elle choisit Voilà, l'autobus pour se déplacer. voilà, un voyage lent, un voyage, où va se mélanger des étapes de souvenirs, de découvertes. Il y a un petit peu d'errance dans ce voyage et elle part pas toute seule en fait, elle part avec ce livre qui est en effet l'objet un peu fétiche, le livre un peu totem de son compagnon disparu, parce qu'elle se rend compte que, vous savez, il y a quelquefois dans nos vies des objets qui à un moment, ont une charge affective, émotionnelle, trop forte, ils deviennent un peu radioactifs et elle se rend compte que si elle veut continuer, à vivre, il faut qu'elle mette cet objet, à distance et elle a découvert, un peu par hasard, le lieu où elle pense que, ce livre doit trouver sa place et ce lieu, c'est un lieu qui existe, dont j'ai moi-même découvert l'existence avec beaucoup de surprises et d'émotions finalement. Ça s'appelle le musée des relations brisées, des relations Mhm. rompues, Broken Ships Museums, qui se trouve en Croatie, à Zagreb. C'est un couple d'artistes qui, à sa séparation, a eu l'idée, a voulu créer un lieu où chacun d'entre nous, vous, moi, nos voisins, n'importe qui dans la rue, pourrait venir déposer un témoignage, un objet, une lettre, un post-it, voilà, ce qu'on veut, qui attesterait d'une relation qui n'existe plus
mais qui a été. Et j'ai trouvé que c'était une idée absolument merveilleuse. Voilà. Et ça m'a posé cette question de savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on doit abandonner pour continuer à avancer. Donc ce n'est pas du rejet d'aller se déposer quelque chose, mais au contraire, comme une mise en lieu sûr et de se dire qu'il existe sur terre un lieu, un endroit ou quelque chose d'une relation qui n'est plus, va conserver une trace. Donc elle part avec ce livre, avec l'idée d'aller le porter dans ce lieu. Et pour ça, elle va entreprendre ce périple. Ce périple sur des villes qu'ils ont visitées ensemble et donc dans un certain nombre de villes, il y a aussi des souvenirs communs Oui. de ces villes. Oui, alors c'est pas un voyage, pèlerinage, c'est un voyage, avec des étapes qui ont du sens pour elle. C'est-à-dire qu'il y a en effet des lieux où ils sont allés, des lieux où ils voulaient aller et où elle va s'y trouver, seule pour eux 2, puis des lieux qui correspondent à son désir, à son envie, à elle. Et elle entreprend ce voyage, en effet, de la manière pas forcément la plus, glamour qui soit, mais qui lui convient bien. C'est de se laisser porter par ces énormes bus de voyage. Vous savez, moi, je trouve que ces énormes bus, ça ressemble un peu, à des baleines roulantes. Il y a un côté, très, très Jonas dans la baleine, voilà, on a l'impression qu'à Oui, chaque oui. étape, des tas de petits Jonas, voilà, qui vont sortir du bus et qu'il y a quelque chose de très matriciel, de très utérin et elle va se laisser porter dans ces endroits dans ces espaces qui sont un petit peu aussi comme des cocons, voilà, quelque chose de très matriciel et elle qui porte toujours les autres, qui porte son corps avec la danse, qui porte les autres, elle va comme ça se laisser un peu transporter en lâchant prise sur beaucoup de choses et d'étape en étape. Il y a aussi le regard des autres, les vies autour d'elle qui vont la traverser, qui vont la toucher. Il y a il y a des rencontres heureuses, il y a Bon, difficile. Mhm. des moments difficiles. Il y a aussi le corps qui lâche. J'avais eu envie d'un texte qui fasse une grande place au corps. Voilà. Et on le voit bien, c'est une danseuse, donc elle se blesse à la cheville, ça va, tout le voyage va être un peu perturbé. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que le projet qu'elle avait, on va pas tout raconter, mais elle va devoir, dans ce travail sur elle-même, elle va, finalement, elle va devoir prendre un autre chemin et c'est ça qui est très beau que celui qu'elle s'était fixé. Et oui, parce que quelquefois la vie nous appelle là où on ne le pense pas forcément, que nos projets sont quelquefois, déviés, contrariés, remodelés par ce qu'on vit et il y a tout ce voyage qui est aussi bien un voyage intérieur qu'un voyage, réel, qui va finir par la remodeler, la reconstruire et l'amener vers d'autres choses. Ben, merci beaucoup Gaëlle Josse. Donc, le titre de votre livre avec cette magnifique couverture de nos blessures, un royaume, et c'est publié chez Bûcher-Salcel. Merci Merci à beaucoup vous. Gaëlle. Au Merci revoir. infiniment. Au revoir. Eh bien, nous allons maintenant écouter, parce qu'elle ne pouvait pas être là ce matin, Leïla Slimani. Leïla Slimani, vous vous rappelez, il y a quelques années, s'est lancée dans une grande histoire, l'histoire de sa famille et l'histoire du Maroc. Et donc, c'est le troisième volet de cette histoire du Maroc que nous allons découvrir. Leïla Slimani, dans votre nouveau livre J'emporterai le feu, vous abordez le troisième volet de cette extraordinaire histoire familiale qui est un peu la vôtre et celle du pays aussi, le pays des autres. Alors dans ce troisième volet qui débute autour de 1980, au moment de la naissance d'Inès, la deuxième fille de Aïcha
d'Aïcha et de Mehdi. On retrouve donc les personnages que nous avions découverts. Tout d'abord, Mathilde et Amine, donc les grands-parents, qui s'étaient rencontrés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Alsace. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, puis Mathilde est venue s'installer au Maroc. Ça a été un choc culturel, mais rapidement, elle a appris aussi à aimer ce pays. Mathilde et Amine ont eu 2 enfants, donc Aïcha, la mère des héroïnes de ce troisième volet, et puis un fils, Céline, qui a un peu cherché sa voie. Et dans ce troisième volet, on va le retrouver photographe à New York avec un certain succès, puisqu'il a donc une exposition à laquelle il va inviter ses parents, et ça va être l'occasion d'un choc culturel pour ses parents que ce voyage à New York. Et donc, dans ce troisième volet, on retrouve ces personnages hauts en couleur avec leur joie, leur tristesse, parce qu'il y a des choses dures qui se passent dans ce troisième volet. Et puis aussi, ce que vous faites depuis le pays des autres, c'est à travers l'histoire de cette famille, c'est l'histoire de ce pays qui est le Maroc. Mais il me semble que dans ce troisième tome, la question de l'identité, d'où suis-je, qui suis-je, se pose plus que dans les précédents. Oui, vous avez raison. Peut-être que cette question, elle apparaît en tout cas de manière plus frontale. Je pense que dans les autres tomes et dans les autres époques, elle se pose aussi, mais d'une manière différente. Pour un personnage comme Amine, à l'époque de la colonisation, pour lui qui est un ancien soldat de l'armée française, il se demandait aussi d'une certaine façon qui il était. En tout cas, il se posait des questions sur dans quel camp est-ce que je suis. Mais finalement, c'est un homme, comme sa femme d'ailleurs Mathilde, ce sont des gens de la terre et ce sont des gens assez concret. C'est pas des intellectuels, ce ne sont pas des gens qui se perdent dans l'abstraction. Donc, au fond, en s'occupant de cette ferme à laquelle ils ont donné toute l'énergie de leur vie, ils ont pu, d'une certaine façon, évacuer un peu cette question de l'identité. C'est-à-dire que pour eux, leur identité, bah, c'est d'être des paysans, c'est d'être des gens de la terre, c'est d'être des gens qui font le bien autour d'eux. Et de la même manière, pour la génération de Aïcha et de Mehdi dans les années 60, comme ils sont pris aussi dans le tourbillon de l'histoire et dans ce moment, la fin des années 60, des grandes idéologies, des grandes utopies. Bon, finalement, Mehdi, il se dit, moi, je suis d'abord un communiste, je suis d'abord un homme de gauche, je suis un révolutionnaire, les gens l'appellent Karl Marx. Donc, finalement, l'identité, là encore, est évacuée par autre chose qui est l'idéologie. Alors que, effectivement, comme vous le dites bien, dans les années 80-90, la mondialisation aidant, la fin de la guerre froide, de, les grands questionnements liés à l'immigration aussi dans les pays occidentaux qui commencent à naître, la montée de l'islamisme, la lutte contre le racisme font que la question identitaire prend une autre forme et effectivement est plus proche de celle qu'on a, en tout cas nous, aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle fait plus écho voilà, qu'elle fait plus écho à notre présent. Et aussi, cette question sur l'identité, c'est comme s'il y a chacun des personnages, en particulier les parents, on doit être dans la famille, on voit bien, ils sont très libéraux, ils boivent de l'alcool, il y a les femmes ont une place très importante et les parents disent à leurs filles, fais attention quand tu es à l'extérieur, c'est un autre discours que tu dois avoir. Il y a aussi cette un peu schizophrénie des personnages il y a le dedans et le dehors, où le dehors il faut se protéger pour le dehors. Oui, c'est-à-dire que les filles naissent dans un monde qui est divisé entre le monde du dedans et le monde du dehors. Le monde du dedans, celui de la famille, a un certain nombre de valeurs, de règles, et puis parfois, ce ne sont pas tout à fait les mêmes à l'extérieur. Donc, leurs parents leur apprennent à s'adapter, à louvoyer, à savoir identifier le contexte dans lequel elles se trouvent, mais elles comprennent aussi que les choses ne sont jamais toutes blanches ou toutes noires, que tout est très compliqué, qu'on peut être
dans un milieu qu'on imagine conservateur et qui ne va pas du tout l'être, que parfois la France, qu'elles imaginent très, très ouverte, peut être elle aussi, en fait, très fermée et très conservatrice. Donc ce sont des jeunes filles qui ont très tôt une conscience extrêmement aiguë des doubles discours et du fait qu'il faut savoir se transformer, changer sa façon de penser, changer sa façon de parler, parfois de manger, parfois de s'habiller, en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Alors, je pense qu'il y a une place importante donnée au livre et à la lecture dans ce livre-là, parce que ce que je trouve qui est très très beau, c'est les relations entre Mehdi et sa fille Mia. On sent que cet homme qui est un homme qui a du mal à exprimer ses émotions, il est un homme de son temps et de sa culture. Quand il sent que sa fille ne va pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un livre à lire. Et je trouve que c'est très très beau parce que puis d'abord Mia va devenir écrivaine, donc on voit comment ces rapports en père-fille se tissent à travers la littérature. Je trouve que c'est de très beaux moments dans votre livre. Merci beaucoup. Mais oui, effectivement, c'est une famille aussi où parfois les personnages ont du mal à trouver les mots. Notamment Mhm. avec Mia, sa mère a du mal aussi parfois à lui parler, notamment de sa sexualité. Et il y a un passage où Mia comprend que parfois le silence est aussi une marque d'amour, que le silence n'est pas forcément quelque chose de violent, que ça peut être une forme de pudeur. Et son père, lui, ne trouve pas les mots, ne sait pas comment parler. Il n'a pas, comme vous dites, c'est un homme de son temps et de sa culture. Il n'a pas été élevé à communiquer avec les enfants. C'est un homme en plus qui a beaucoup de mal avec le corps. Il a des filles, il ne vit qu'avec des femmes. Sa femme est gynécologue. Enfin, tout ce qui a trait au corps, à la féminité, aux filles, c'est quelque chose qui le met extrêmement mal à l'aise. Donc, pour lui, les livres, c'est une manière de créer un lien avec cette fille sans passer par le corps, sans passer par le dialogue direct. C'est une manière de lui dire des choses. Et puis, c'est une manière pour lui de lui offrir un monde, de lui offrir un monde très large, un monde avec un horizon illimité, de la faire rentrer finalement dans son imaginaire à lui, parce que lui, il s'est construit une sorte de vie imaginaire, de vie fantasmée. Il s'imagine être une sorte de héros balsacien, il imagine qu'il est un peu Martin Eden, un peu Angelo dans le Hussard sur le toit. Et au fond, il se dit pour qu'elle me comprenne, il faut que ça passe par la fiction. Il se vit lui-même comme un personnage de fiction. Moi, c'est ça qui me touche, cette idée de dire à l'autre, si tu veux me connaître, il faut que tu acceptes qu'une part de moi est aussi inventée, une part de moi aussi, Mhm. elle vient de ce dont j'ai rêvé, de ce que je fantasme de moi. Nous ne sommes pas simplement ce que nous sommes dans le réel, on n'est pas juste ça de manière prosaïque et triviale, on est aussi toute la somme des choses qu'on a imaginées pour soi. Alors peut-être en terminant, le titre de ce livre, J'emporterai le feu. Est-ce que vous pourriez nous dire, on sent bien que c'est le feu des émotions, le feu de l'intérieur. Pourquoi vous l'avez choisi? Au début, ça n'est pas venu d'une réflexion vraiment intellectuelle, c'était une une image poétique qui a surgi en moi, celle du feu prométhéen, c'est-à-dire Prométhée qui vole le feu pour le donner aux hommes. Le feu, c'est la révolte, c'est la trahison aussi. On trahit un monde pour un autre. C'est, comme vous le disiez aussi, les sentiments, c'est la passion. Mais surtout, j'aimais l'idée de faire un titre qui soit un titre au futur, un titre à la première personne et puis un titre en mouvement. Cette idée d'emporter quelque chose avec soi dans le futur, puisque c'est un livre qui est sur la mémoire, qui est sur le passé, qui est un livre qui rend hommage aussi aux disparus, mais dont finalement, à la fin, la narratrice se rend compte que ce qui compte, ce n'est pas les héritages, ce ne sont pas les maisons figées dans le passé et les vêtements au fond des cartons. Ce qui compte, c'est l'avenir. Ce qui compte, c'est ce qu'on emporte avec soi des gens qu'on a aimés. Et ce qu'on emporte, c'est le feu. Ce qu'on emporte avec soi partout, même quand on part, même quand on immigre, même quand on meurt, eh bien, ce qu'on emporte, c'est ce feu intérieur que rien ne peut détruire, qui est la passion, mais qui est aussi les convictions, qui est l'envie de continuer, l'envie de continuer à croire dans la vie. Et c'est aussi le feu qui lie ces femmes, parce que finalement, dans cette famille, il y a des conflits, il y a des difficultés, mais à la fin, il y a une loyauté aussi qui est inébranlable, notamment entre toutes les femmes de cette famille qui vont former un bloc, un clan très très fort au moment où les difficultés vont apparaître. Donc le feu, c'est tout ça à la fois.
Ben, merci beaucoup, Leïla Slimani. Donc, je rappelle le Merci titre à de vous. votre livre, J'emporterai le feu. Et puis, on espère avoir l'occasion de vous voir à Montréal un de ces jours. Ah, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, le livre de Leïla Slimani, J'emporterai le feu, est publié chez Gallimard dans La Blanche. Et un petit détail, euh, chacun de ses précédents livres, il y avait sur le bandeau, c'était une photo de sa famille. Et la photo que vous verrez sur celui-ci, c'est Leïla Slimani lorsqu'elle a 18 ans et qu'elle arrive à Paris pour continuer ses études. Alors, on continue et on va découvrir une femme absolument extraordinaire, un destin que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à Alexandra Lapierre. Bonjour Alexandra Lapierre. Vous publiez de nombreuses biographies et vous nous entraînez cette fois-ci dans l'ardente et très secrète vie de Miles Franklin. Alors, Miles Franklin est une australienne qui, au début du XXe siècle, on la découvre dans votre livre, elle a 20 ans. Elle vit dans le bush australien, dans une ferme complètement retirée, où elle a vraiment du mal à exister. Et puis, elle écrit la nuit, en cachette. Et, bon, elle essaie de faire publier ce livre et elle n'y arrive pas en Australie. Et grâce à un écrivain australien, elle va pouvoir le faire publier à Édimbourg euh, sous un pseudonyme masculin parce qu'elle ne pense pas dans un premier temps que son histoire puisse intéresser si c'était une femme qui l'avait écrit. Donc elle va écrire ce livre, Ma brillante carrière, et puis on va découvrir finalement qui se cache derrière ce prénom et ce nom masculin. Et sa vie va être complètement bouleversée. Vous allez nous la faire découvrir. Elle va avoir une vie incroyable. C'est une grande femme, une féministe aux États-Unis et en Angleterre. Peut-être la première question, comment et pourquoi vous êtes intéressée à cette écrivaine australienne? En fait, c'est vrai que je ne m'étais jamais attaquée à ce sujet qui me tient forcément très à cœur, qui est l'écriture. Et après Belle Green, j'avais besoin de me changer les idées, de connaître d'autres univers. Et vraiment, vraiment, pour me changer les idées, j'ai commencé à lire toute la littérature australienne parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et c'était pour le plaisir, des romans policiers, tout. Et puis tout d'un coup, je tombe sur un texte qui me fascine, que je trouve absolument formidable, qui est Ma brillante carrière, le premier livre de Miles. Et je me dis, mais qui a écrit ça en 1901? C'est d'une modernité. Tout ce qu'elle dit sur la condition des femmes, alors que c'est une fermière dans le bush qui prime toute la journée, mais qui a 17 ans, qui n'a pas vraiment de rapport avec le reste de l'univers, tout ce qu'elle dit, et c'est ce que nous disons nous tout le temps aujourd'hui. L'une de ces devises, c'est Yes we can. Je me suis dit, bah, quand même, en 1901. Donc j'ai commencé à regarder ce que c'était, qui c'était. Et là, j'ai trouvé la femme qu'elle va devenir, la jeune fille d'abord, et la femme qu'elle va devenir, l'incarnation de presque tous les écrivains, dans le sens où, en un sens, c'est Françoise Sagan, quand elle a ce succès incroyable à 18 ans pour son premier livre. Et Bonjour Tristesse. voilà, donc dans le cas de Miles, c'est Ma brillante carrière, avec une totale ironie, parce qu'évidemment, sa brillante carrière, c'est à ce stade zéro pointé. Donc, c'est cette jeune fille qui commence par la fin, c'est-à-dire par un grand succès littéraire, et puis ensuite, elle devient une sorte de Florence Aubenas, vous savez, qui s'était placée comme femme de ménage. Ben, en 1906, Miles décide de raconter ce que c'est que d'être une domestique dans les maisons de maître à Sydney. Et elle se place comme bonne à tout faire dans différentes maisons où elle raconte le sorte de calvaire de ce que c'était à cette époque que d'être une domestique sans horaire, sans syndicat évidemment, et traitée de façon comme une esclave. Et après, elle part pour les États-Unis et la nouvelle vie et incroyable vie, puisqu'elle va
organisé des syndicats d'ouvrières, les premiers, pour défendre les ouvrières en usine qui travaillent 24 heures sur 24, qui n'ont pas de vacances, pour des salaires de misère, dans des conditions effroyables, puisqu'on est à Chicago. Donc, à chaque fois, c'est des nouveaux univers à travers Miles, mais c'est des univers qu'elle raconte dans ses livres, parce que toute sa vie tourne autour de l'écriture. Et à la fin de sa vie, elle va devenir, elle s'invente, comme Romain Gary, un double littéraire en la personne d'un soi-disant homme du bush avec une grande barbe rousse qui va écrire des romans qui vont être des succès et dont elle s'offrira la joie de ne jamais reconnaître que c'est elle aussi qui est l'auteur de ces grands succès, exactement comme Romain Gary. Elle ne le reconnaîtra absolument jamais parce que s'être inventé un double littéraire et prouver au monde entier qu'on est un très grand écrivain parce qu'elle continue à écrire des livres sous son nom, mais elle signe aussi d'autres livres qui sont tous primés. C'est une espèce de folie d'écrivain qui est absolument enivrante. Et donc, à travers elle, c'était tous les écrivains de la création que je voulais dont je voulais raconter les heures et malheurs, parce qu'elle a une vie extrêmement dure. Oui, et ce qui est quand même très touchant, parce que il y a des lettres aussi dans ce livre-là, c'est qu'on est au cœur de toutes ces contradictions. Parce que quand elle est aux États-Unis, c'est une femme, donc vous l'avez dit, qui lance un syndicat et qui vit aussi, qui a des amitiés avec des grands bourgeois américains. Et c'est ça qui est vraiment touchant, cette femme on a comme le sentiment qu'elle a du mal à se positionner. Et puis, donc, le rapport aussi à son corps, elle ne veut absolument pas se marier, elle ne veut pas avoir de rapport sexuel. C'est vraiment absolument extraordinaire ce que vous nous faites découvrir de cette écrivaine australienne. Mais c'est vrai que c'est moi ce qui m'a tellement fasciné chez Miles, c'est que elle est tellement humaine, justement, avec ses contradictions. Elle en est parfaitement consciente, d'ailleurs, parce qu'elle dit je suis tellement complexe que j'ai du mal à me comprendre moi-même, alors je ne sais pas comment quiconque pourrait me connaître et me comprendre. Et en effet, elle est tout et son contraire en permanence. Elle adore, évidemment, elle a besoin de reconnaissance, comme tout écrivain, elle a besoin de gloire, elle a besoin. Et en même temps, elle n'aime que l'ombre, elle est extrêmement secrète, elle utilise des pseudonymes pour se cacher derrière ces pseudonymes, et elle est constamment double, mais double dans un sens de déchirement et d'humanité, pas double, elle est d'une honnêteté et d'une intégrité absolument sans égale. Mais c'est vrai que ce que vous disiez très justement, c'est l'incarnation de la sensualité. Cette femme est extrêmement attirée par les hommes et par le corps des hommes, etc. Mais elle a tellement peur de perdre sa liberté, parce qu'à l'époque, se marier, ça voulait quand même dire perdre totalement sa liberté au profit de l'autorité masculine. Ça voulait dire avoir des enfants et donc s'en occuper, faire le ménage. Enfin, c'était ce à quoi les femmes australiennes et les femmes du monde entier étaient vouées par le mariage. Donc d'un côté, elle est très attirée, et de l'autre, c'est l'horreur absolue, parce que ça veut dire perdre sa liberté. C'est une femme passionnément amoureuse de sa liberté. Et donc, elle est prise dans des contradictions qui la rendent, pour moi, incroyablement humaine et généreuse. Et la fin de son parcours est inouïe. Cette femme va économiser toute sa vie, se priver pour créer, après sa mort, un prix qui est aujourd'hui l'un des prix les plus importants du Commonwealth, qui s'appelle le Miles Franklin Literary Award, qui est extrêmement important, de façon à créer un fonds monétaire, une datation, qui permette à d'autres écrivains après elle de ne jamais vivre les duretés, le manque de temps, le manque d'argent, la pression qu'elle a vécu toute sa vie en écrivant et en tentant de vivre de sa plume. Ben, merci beaucoup, Alexandra Lapierre. Donc, je vous invite vraiment à vous plonger dans cette vie ardente et secrète de Miles Franklin, donc le livre
et publié aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous allez voir ce matin, en y repensant cette nuit, parce que la nuit m'a permis un peu de répéter ce que j'allais vous dire, je me suis rendu compte que, vous allez le voir, l'écriture, les mots vont être très très importants pour tous les personnages des livres dont nous allons parler ce matin. Et on continue notre avancée matinale dans les romans de la rentrée avec Jeanne Benhammer et son livre qui m'a profondément touchée, d'une douceur absolument incroyable, Vivre tout bas. Peut-être qu'on retrouve d'une certaine façon la thématique du deuil qu'on avait pu entendre dans le livre de Gaël Joyce. Donc, Jeanne Benhammer, bonjour. Bonjour. Donc, alors, si je dois raconter le début de ce livre, on est dans un temps ancien parce qu'on voit bien qu'il n'y a ni télé. L'époque n'est pas dite, le lieu pas tout à fait. On voit, c'est une femme qui arrive dans un village avec un compagnon de son fils, Jean. Elle arrive dans un village au bord de la mer et elle est portée par un immense chagrin. Vous nommez toujours ce chagrin, la grande souffrance. Je trouve que c'était très beau. Donc son fils est mort et elle va s'installer dans ce village où rapidement, même si elle parle peu, si elle est un peu distante, la population va l'accepter parce que on a comme l'impression que des habitants de ce lieu sentent que cette femme est habitée par quelque chose et on va le voir tout de suite. Il y a une petite fille dans ce village qui est muette. Sa maman est morte en essayant de la sauver d'une noyade et donc elle aussi vit une grande souffrance. Et donc cette femme sait lire et écrire et elle va se lancer dans l'écriture parce qu'elle sent que c'est à travers l'écriture qu'elle va gagner une liberté. Et petit à petit, ce que je n'ai pas dit au début pour garder, c'est que cette femme, c'est Marie et que le fils, vous le nommez jamais, hein, le fils mort, c'est Jésus. Alors peut-être, ma première question, c'est qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre-là entre la souffrance et l'espérance et la liberté de cette femme qui essaie de sortir de cet abattement qui est le sien? Alors, peut-être plus que ce que j'ai voulu vous dire, il y a ce qui me met en route, moi, pour chercher quelque chose. Et ce qui m'a mise en route, c'est d'avoir vu un haut-relief où Marie est en train de lire un livre. Ce que je n'imaginais absolument pas. Je n'avais pas du tout cette image-là de Marie. J'avais vu, comme tout le monde, beaucoup de tableaux, bon, où elle est très belle avec cet enfant, etc., très rayonnante. Quelque chose m'avait toujours frappé, c'est son côté figé, son immobilité éternelle. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, moi. Et ce que j'ai cherché, c'est comment quelqu'un qui a vécu ça peut se mettre en mouvement et quel va être son pas à elle, sa façon de marcher dans la vie, en dehors justement de tout ce destin qui était le sien et pour lequel finalement on ne lui a jamais demandé son avis. Elle devait être comblée de ce qui lui arrivait. Sans doute l'a-t-elle été un temps, je ne sais pas. Mais moi, j'imagine qu'après, elle voudrait vraiment avoir son propre pas, sa propre marche. Et donc, ça va se passer avec l'écriture. Elle n'avait pas le droit d'apprendre à écrire quand elle était enfant, c'était réservé aux hommes, mais elle a eu un vieux maître qui lui a appris. Mais il fallait toujours effacer les traces dans le sable des signes écrits. Et là, elle va oser écrire aussi dans des rouleaux. Donc, elle va laisser traces. Il y a tout ce travail intérieur qui se fait. Ça va au-delà du deuil, en fait. Ça va la faire sortir
de la grande souffrance, mais déjà, quand elle veut se mettre à écrire, elle a déjà fait un pas énorme. Et donc, elle va entraîner avec elle dans la transmission la petite fille dans le village qui n'était pas muette au départ, elle l'est devenue, elle a perdu la possibilité de parler après ce grand naufrage qu'elle a vécu avec sa mère. Et donc, elle va se mettre à lui apprendre les signes écrits. Et moi-même, je suis ce qui arrive et au fur et à mesure, je découvre des choses et j'écris toujours comme ça. Et c'est ce qui m'intéresse. Il y a une quête pour moi. Et après, si je la juge suffisamment travaillée et partageable, je la propose à la publication et donc elle va jusqu'au Mhm. lecteur s'ils ont envie de lire le livre. Oui, et d'ailleurs, c'est très beau ce moment où la femme, quand elle veut rentrer en lien avec la petite fille, elle fait des signes sur des cailloux, hein, elle lui met devant. C'est un très très beau moment. C'est un livre qui est traversé par de magnifiques moments. Et c'est un livre, quand on parle de souffrance, mais c'est un très beau livre sur la joie. Quelque part, il y a, Mm. il y a, c'est un chemin vers la joie et vers l'espérance, votre livre. Oui, ça me fait plaisir que vous ayez senti ça, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Et l'écriture est un moyen. L'écriture est un moyen extraordinaire de, de faire cette avancée et elle se réapproprie son corps, cette femme. Elle se réapproprie chacun de ses sens. Ça, pour moi, c'est très important et c'est le socle de la joie. Une joie simple, une joie qui passe par les odeurs qu'on va sentir. Elle nage, elle marche et elle nage. Donc, elle a ce corps dans l'eau qui est très important dans le roman. Et il y a cette eau merveilleuse et bénéfique sur sa peau. Donc, petit à petit, elle se réapproprie aussi toutes ces sensations qui font la joie de vivre, tout simplement. Mm. Et peut-être vous pourriez dire un mot donc du compagnon de son fils Jean. Ah Chacun oui. vit de son côté. Il y a un très très beau moment. Donc ce Jean, on le rappelle, il était pêcheur. Et puis Jésus lui a dit qu'il n'allait plus pêcher des poissons, mais pêcher des hommes. Et lui, il ne veut plus être pêcheur. Et donc il va se construire une barque, mais pas pour pêcher, une barque pour peut-être aller ailleurs. Euh, c'est très très beau aussi. Euh, Marie, c'est l'écriture et lui, c'est la construction de cette barque qui va lui donner une certaine liberté aussi. Oui, en fait, les deux ont affaire avec leurs mains. Marie avec sa main pour écrire et Jean, ce qu'il retrouve, c'est le plaisir de travailler le bois. Il y a l'odeur aussi du bois quand il construit ce bateau pour lui, Mhm. cette grande barque. Et c'est une grande barque qui n'est pas faite pour pêcher, elle est faite pour rêver sur l'eau, elle est faite pour aller sur l'eau. Et Marie lui laisse entendre que peut-être il partira un jour et qu'il ira ailleurs et qu'il a des choses à faire, des choses à écrire aussi. Elle sait qu'il écrira la vie du fils. Elle ne s'en occupe pas. Elle écrit autre chose. Autre chose, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ben, merci beaucoup, Jeanne Benhammer. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Vivre tout bas, et c'est publié chez Actes Sud. C'est un livre vraiment tout en douceur. Merci beaucoup pour le moment de lecture que vous m'avez donné. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et donc, tout de suite, je vous le disais, cette rentrée, euh, elle passe par l'écriture des femmes. Tout de suite, nous allons écouter Camille Laurens nous parler de son nouveau livre, Ta promesse. Alors, c'est un livre absolument incroyable. Bonjour Camille Laurens. Bonjour, voilà, vous m'entendez? On vous entend Oui, parfaitement bien. très bien, bonjour. Alors, bonjour. Donc, ce livre, c'est un livre qui joue avec tous les codes, le conte de fées, la romance, presque un peu le policier. C'est l'histoire de Claire Lancel, qui est romancière très célèbre,
qui vient de vivre une rupture amoureuse, qui espère l'amour parfait. Je pense que, puis vous serez d'accord avec moi, cette femme est à la recherche de l'amour parfait et elle rencontre dans une soirée un homme, Gilles Fabian, qui est un homme de théâtre, et une histoire amoureuse va se passer entre eux. Ils vont s'aimer passionnément, charnellement, passionnellement. Elle raconte combien l'entente physique est pour eux super important et pour elle, donc c'est une grande espérance. Et puis, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le récit commence parce que cette femme est en procès. Elle est en procès et donc elle nous raconte un peu ce pourquoi elle est amenée à un procès. Et au procès, c'est elle qui est l'accusée, puisque Oui. ce Gilles, on va découvrir qu'il petit à petit, sans qu'elle s'en rende compte, et c'est ça qui est absolument incroyable que vous racontez bien, que ce Gilles va avoir une emprise sur elle. Et le titre, et l'emprise, elle commence quand même, me semble-t-il, quand il lui demande de promettre de ne jamais écrire sur lui et sur leur relation. Et en faisant ça, quelque part, c'est la pire des emprises. Demander ça à une écrivaine, c'est horrible. Euh, alors, Oui, Oui, allez-y, allez-y. oui, bah, c'est-à-dire que en fait, on peut toujours interpréter, vous voyez, dans une histoire d'amour, quand on est amoureux, on peut interpréter positivement des signes qui ensuite vont s'inverser. Et quand il lui demande de faire cette promesse, elle y voit au contraire une intention amoureuse. Elle se dit, il ne veut pas être dans mes livres parce que il veut rester dans ma vie. C'est d'ailleurs ce qu'il lui dit. Il lui dit, je veux être dans ta vie, pas dans tes livres. Et donc, elle promet d'autant plus volontiers que elle écrit toujours sur des histoires d'amour malheureuses. Elle reprend la phrase de Marguerite Duras, on écrit toujours sur le corps mort de l'amour. Et donc, elle se dit qu'elle n'aura jamais à écrire sur lui ni sur leur histoire parce que ils resteront ensemble toujours, ils vieilliront ensemble et donc elle n'aura jamais à écrire cette histoire. C'est donc, ça n'est pas de la naïveté si elle ne voit pas la tentative d'emprise dès le début, c'est elle croit à la vérité de l'amour. Et petit à petit, quand même, elle se rend compte Oui. de l'enfermement dans lequel cet homme euh, et pour elle, c'est compliqué. Elle sait pas toujours bien se situer par rapport à cet enfermement, parce qu'elle est un peu, je ne sais pas s'il faut dire aveuglée par l'amour, mais quelque part, oui. Oui, oui, c'est-à-dire qu'elle ne décrypte pas bien les signes qui ensuite de l'extérieur peuvent apparaître comme évidents. Et on pourrait se dire, quand on lit le roman, qu'à des moments différents, elle aurait pu s'enfuir, voir que la ligne rouge était franchie, qu'il y avait des drapeaux rouges ici et là, mais voilà, elle est effectivement aveuglée mais aussi elle est aveuglée parce qu'il lui a vraiment fait miroiter un amour merveilleux, c'est-à-dire que c'est un homme très séduisant qui est tout en gentillesse, il lui fait des cadeaux, il l'entoure beaucoup d'apparence d'amour, donc elle a une indulgence assez forte pour tous les petits couacs, toutes les petites discordances qui peuvent venir altérer la relation, parce qu'elle se dit l'essentiel, c'est que l'amour est là. Et, Et il et- y et d'une a, certaine manière, moi, je ne la condamne pas, en tout cas, je ne dirais pas qu'elle est naïve. Elle a une certaine indulgence parce que l'amour n'est pas consumériste, c'est pas une consommation, vous voyez, où dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'autre, on laisse tomber. Elle voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais elle se dit, bon, il est différent de moi, il faut que j'accepte. Et où passe la ligne d'acceptation, vous voyez, du manque de respect, des des petites choses, jalousies. voilà, plus ou moins discordantes. C'est un petit peu ça le sujet, en tout cas dans tout le début du livre.
Oui, oui. Et donc, on va découvrir que donc, cette femme va se défendre et donc, elle va provoquer, elle va battre cet homme et qui va être dans le coma et donc, il va lui intenter un procès. Et donc, c'est là aussi où cette femme devient enquêtrice de sa propre vie. Il y a Oui, une sorte de exactement. renversement dans le livre et c'est ça qui est tout à fait passionnant parce qu'il y a le début, c'est une histoire d'amour et après il y a comme une enquête sur ce qu'elle a vécu. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle relit différemment, elle fait une relecture de toute son histoire en parlant à son avocate. Et Mhm. puis il y a d'autres témoins, parce que c'est un roman choral, c'est un roman polyphonique, donc il y a, comme c'est un Son procès, amie, il y a des témoins, il y a ses amis à elle, il y a un ami de Gilles, qui viennent, eux, donner leur version de l'affaire, ce qu'ils ont compris de la relation, comment ils percevaient ce couple. Et donc, c'est une enquête qu'elle mène, elle, mais que mène aussi le roman à travers ses différents personnages. Et c'est au lecteur de se faire une idée finalement, jusqu'au moment où il y a, disons, peut-être une preuve, une preuve matérielle de la vérité en fait de ce couple. eh bien alors merci beaucoup Camille Laurence, donc c'est Ta promesse, donc c'est publié chez Gallimard dans La Blanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, merci à vous. Donc, nous avons deux autrices qui n'ont pas pu être là ce matin, c'est Karine Thuil et Neige Sino. Donc, je propose, Jean-Baptiste, en attendant l'arrivée de Nathalie Azoulay, d'écouter Karine Thuil nous parler de son nouveau roman qui est aussi publié dans La Blanche. Alors, c'est avec grand plaisir que ce matin, j'accueille Karine Thuil pour son nouveau roman, publié chez Gallimard dans La Blanche, La guerre par d'autres moyens. Alors, nous avions eu le plaisir de lire Karine Thuil en 2022 avec La Décision. Elle nous plongeait dans le quotidien des juges d'instruction, des juges antiterroristes. Et puis, l'an dernier, il y avait ce très beau texte, Kaddish pour un amour, un recueil de poésie. On ne vous attendait pas là. Une femme qui criait son amour pour celui qui était parti. Elle parlait beaucoup de l'absence. Alors là, on change complètement de décor. Peut-être, donc, on est le héros principal, c'est Dan Leman, qui donc depuis un an n'a pas gagné les élections. Il était président de la République française, socialiste, engagé, donc il a raté sa réélection. Peu avant la précédente campagne, il vivait depuis plusieurs années avec la même femme, Marianne, écrivaine. Ils avaient 3 enfants ensemble. Et puis, il est tombé amoureux d'une jeune actrice allemande, Hilda. Donc, il décide, parce que la campagne va commencer, il décide de l'épouser. Il est élu, elle découvre ce que c'est que d'être la femme d'un président de la République. Elle qui avait une brillante carrière, ben, sa carrière, elle baisse un peu. Et donc, à travers, on va les retrouver donc après les élections, l'échec, le héros Dan donc sombre dans l'alcoolisme et son épouse avec laquelle ils ont une enfant qui est handicapée, elle est sourde et muette. Son épouse va être l'actrice principale d'un roman de son ancienne femme, Marianne, qui est mis à l'écran. Donc ça, c'est la trame de ce roman, Karine Thuil, mais en fait, c'est une façon pour vous de parler du pouvoir et de ce que le pouvoir fait dans nos vies. Tout à fait, j'avais envie de raconter les univers du pouvoir, d'abord le pouvoir politique à travers ce portrait d'un ancien président de la République, tous les ressorts de cette mécanique-là, et puis aussi les rapports de pouvoir entre déjà les différentes sphères sociales. Moi, vous savez que j'aime beaucoup observer la société à travers les différents points de vue sociaux, et puis
évidemment les rapports de force et de pouvoir entre les femmes aujourd'hui, après MeToo. Donc ce livre, c'est aussi, même si le personnage principal est donc cet ancien président, c'est aussi une galerie de portraits, notamment Tout à fait. féminins, puisqu'il y a différents portraits, grands portraits de femmes dans ce livre. La jeune actrice, enfin, elle a déjà maintenant 40 ans quand le livre s'ouvre, mais il l'a connue à la trentaine. La première femme de Lehman, Marianne, qui est écrivaine, comme vous l'avez dit, et qui a 58 ans, et la fille du président et de Marianne, Léonie, qui elle a 24 ans et qui incarne cette jeune génération de jeunes femmes très engagées, très sensibles à la cause féministe, au combat féministe, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est vraiment un roman que j'ai voulu assez ample, très, très, avec une intrigue sur ces différentes sphères de pouvoir. Et ce qui est quand même, oui, et c'est le pouvoir quand on n'en a plus finalement. Parce que donc votre héros, il est en mal-être, il se demande ce qu'il fait. Alors il a un dictaphone dans lequel il raconte ben, ce que c'est pour lui ne plus être reconnu ou bien être invectivé quand il est dans la rue. Et puis Hilda aussi, c'est cette jeune femme qui avait beaucoup de succès, puis elle va en réavoir, mais c'est comment le pouvoir, le fait d'être sur le devant de la scène, d'être reconnu, transforme profondément les êtres humains et comment, quand ils en ont plus, quand ils en ont moins, euh, c'est quelque chose de très dur à vivre. Oui, moi en littérature, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de saisir ce moment où les êtres chutent, vous voyez, ce point de rupture. Pas quand ils sont dans cette ascension, mais ce qui m'intéresse, c'est la vulnérabilité humaine. C'est à quel moment des êtres qui, en apparence, ont encore du pouvoir, qui sont forts, paraissent extrêmement fragiles. Et lui, dès qu'il perd le pouvoir, il est confronté à la réalité de son quotidien. Évidemment, il n'est plus au centre des choses. Il se met à boire. Donc, quand le livre s'ouvre, il a sombré dans l'alcool. Et d'une manière générale, le livre est traversé par ces questions justement de la vulnérabilité humaine. Comment on survit dans une société aussi compétitive. Il y a une injonction à paraître, à réussir, apparaît d'ailleurs sous son meilleur jour, notamment par l'utilisation des réseaux sociaux. Hein, on le voit aujourd'hui, que ce soit les personnalités publiques ou même les citoyens lambda utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour véhiculer une certaine image de leur réussite personnelle. Et donc, toutes ces questions traversent aussi le livre. Comment on trouve sa place aujourd'hui dans une société assez dure, on peut le dire, voire violente et brutale, et en particulier dans les rapports amoureux. Et ce qui frappe l'ensemble de ces personnages, c'est après la griserie du pouvoir, la griserie d'être célèbre, d'avoir un nom, c'est quand même ce temps de solitude. Et on le voit bien avec cet ancien président ou même ces jeunes femmes, cette solitude. Et puis, il y a l'image qu'on veut donner et ce que l'on ressent à l'intérieur. Il y a comme une dichotomie des vies de ces personnages. Oui, et je crois d'ailleurs que tout être humain ressent de toute façon ce contraste entre ce qu'il ressent très profondément et ce que les autres perçoivent de lui ou d'elle et de leur vie. Et dès le départ, dès le début du roman, on voit Lehman qui publie un nouveau livre et qui espère revenir sur le devant de la scène médiatique, qui enchaîne les émissions télé, les émissions radio. Il y a quelque chose d'à la fois beau et pathétique chez cet homme qui veut rester au devant de la scène. Et puis, il y a tous ces personnages autour de lui qui, eux aussi, sont des êtres, des artistes qui sont passionnés. Le livre parle beaucoup aussi de l'écrivain, du rôle de l'écrivain dans la société, mais aussi du cinéma, cette machine à fabriquer du rêve, et des acteurs, c'est-à-dire des êtres qui n'existent que dans le désir des autres, que dans le désir des réalisateurs, que dans le désir du public. Et à travers ce personnage d'Hilda, l'épouse de Lehman, j'ai aussi voulu, sans trop dévoiler l'intrigue, entraîner mon lecteur dans l'envers du décor du cinéma et de ces univers du rêve.
Oui, et aussi donc Marianne, cette écrivaine dont le roman, ça c'est très très beau ce passage, dont le roman est adapté au cinéma. Quand elle voit le film, elle se dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Elle était tellement heureuse que son texte ait été acheté pour en faire un film. Il y a aussi cette réflexion sur l'écrivaine face à un texte qu'on a un peu détourné de ce qu'il était. Oui, et puis même l'écrivaine face à cet univers du cinéma où il y a beaucoup d'enjeux économiques. C'est un peu, c'est des questions d'ailleurs qu'on pose souvent aux auteurs parce qu'aujourd'hui de très nombreux auteurs sont adaptés au cinéma. Donc il y a à la fois ce désir, cette excitation de voir son travail adapté sur grand écran, et puis la confrontation avec ce film, avec ces univers où l'auteur en réalité n'est pas grand-chose. C'est un être qui n'a pas réellement sa place dans cet écosystème très collectif. Et ce qui était fascinant à décrire en réalité, c'est que les rapports de force sociaux sont vraiment à l'œuvre dans ces univers, que ce soit la politique, le cinéma, la littérature, selon votre positionnement social, selon votre notoriété. Si vous êtes une actrice qui joue dans des films qui engendrent de très nombreux spectateurs en salle, tout ça a une incidence, c'est un marché. Voilà. Et donc, c'est comment on survit dans cette nouvelle économie de marché. Dans ce livre raconte aussi comment voilà, le capitalisme aujourd'hui va finir par corrompre les liens entre les individus qui se distendent progressivement, et ces individus, on les voit dans le roman se débattre avec leur instinct de survie, tenter par tous les moyens de conserver cette place, par l'alcool, par les antidépresseurs, par la drogue pour certains, parce que progressivement, les liens affectifs les plus élémentaires tendent malheureusement à s'atténuer, voire à disparaître. Eh bien, merci beaucoup, Karine Thuil. Donc, je rappelle le titre de ce livre, et puis vous avez une écriture, vous ne faites de cadeau à personne. Donc, parfois c'est dur, mais drôle aussi. Donc, je rappelle le titre, La guerre par d'autres moyens. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, nous continuons donc avec Nathalie Azoulay qui publie chez POL Toutes les vies de Théo. Nathalie Azoulay, bonjour. Bonjour, vous me voyez? Pas encore, on vous entend, mais on ne vous voit pas, mais on va bientôt vous voir, j'en Ok. suis sûre. Et voilà, on vous voit. Magnifique. Bonjour. Bonjour. Alors, le héros de ce livre, mais il y a plusieurs personnages, c'est Théo. Donc Théo, un jour, rencontre une jeune femme, Léa, sur un stand de tir. Et puis, une aventure amoureuse va débuter entre eux. Ils vont se marier. Léa est d'origine juive et lui, Théo, est breton. Mais il a été élevé par ses parents, mais surtout sa mère, qui est d'origine allemande et qui a depuis toujours une culpabilité de la Shoah. Euh, on sent bien dès le début qu'il y a des différences dans la façon dont ils ont été éduqués, dans leur vie, mais cela ne gêne pas, ils s'aiment et donc vivent ainsi pendant 25 ans. Arrive le 7 octobre 2023 et leur vie bascule. La vie de Léa bascule, elle est complètement détruite par ce qui s'est passé, elle se replie sur elle-même, Théo ne la comprend plus, elle devient presque une étrangère pour eux et les différences qu'ils avaient deviennent insurmontables. Et en même temps, Théo rencontre une jeune artiste libanaise, Maya, qui va lui faire découvrir un autre côté de l'Orient, un Orient sauvage, un Orient blessé, un Orient de souffrance. Alors, ce livre, c'est un livre d'une grande actualité, c'est un livre politique, c'est un livre sur un sujet très grave, celui de l'altérité, mais c'est traité comme une comédie. C'est ça qui est absolument incroyable, Nathalie Azoulay. Le fait que vous ayez voulu dire ce sujet grave, il y a des moments très drôles dans votre livre.
Ah oui, c'était chez moi clairement le parti qui s'est imposé à moi quand je me suis décidée à écrire cette histoire. Je me suis dit, je ne peux pas le faire au ras du drame et de la tragédie parce qu'elle est trop grande. Euh, Mhm. il faut que je trouve une distance et puis il faut que je trouve une vitesse d'exécution qui soit celle de la comédie, c'est-à-dire d'un rythme assez rapide, qui me permette de franchir toutes ces années, parce que comme vous l'avez dit, il y a 25 ans de vie commune dans ce couple, et suite à cette vie commune, il y a d'autres vies, donc il y a plusieurs vies à raconter. Et pour les raconter toutes, il fallait que j'aille assez vite, parce que j'allais pas faire une saga en fait. Et donc la comédie permet ces accélérations dans le temps, elle permet de survoler des choses graves et profondes sans s'y appesantir. Et donc, c'était pour moi très important de regarder tous ces drames à la lumière d'un rythme enlevé, parfois enjoué, avec en effet des traits d'humour, des moments cocasses et même des effets de comédie musicale parfois, puisqu'il y a aussi un fil rouge autour des Demoiselles de Rochefort. Donc, j'avais envie d'envelopper tout ce drame et cette charge pathétique très lourde dans des habits, disons, oui, plus légers et qui aident aussi le lecteur à traverser toutes ces années. Tout à fait. Et vous parliez des demoiselles de Rochefort. Donc, Léa a une sœur. Elle a une sœur Rose qui n'a pas du tout le même caractère qu'elle, mais Rose aussi va épouser quelqu'un qui n'est pas de sa tradition, et leur mariage aussi va exploser. Et donc, le propos du livre, c'est aussi de dire l'altérité. Quelque part, c'est peut-on épouser quelqu'un qui n'est pas de sa culture? C'est ça. En fait, ce livre met en scène plusieurs duos Mhm. qui sont des couples mari et femme, comme Théo et Léa, comme Rose et Benjamin, et comme aussi les deux sœurs que sont Léa et Rose, qui ne vivent pas les choses De exactement la sur le même même façon. mode. Donc, il y a au départ de tous ces duos beaucoup d'harmonie, beaucoup d'entente et une forme de gémellité parfaite. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, ces duos vont se briser, vont se fissurer, vont se fracasser. Et on va avoir des points de rupture au sein de tous ces couples, finalement, y compris entre les deux sœurs qui avaient, enfin voilà, qui ont eu la même éducation, qui ont la même histoire, mais qui ne vivent pas le présent et l'avenir de la même façon. Donc, c'était pour moi très important de mettre en scène ces demoiselles, même si parfois il y a un homme dans le couple, et de les éloigner à travers l'histoire extérieure. En fait, mon propos principal, c'était de raconter des intimités qui, en effet, ont choisi de se construire sur l'altérité, c'est-à-dire on va vers quelqu'un qui n'est pas de la même histoire, qui n'est pas de la même culture, parce qu'on est des créatures modernes et qu'on aime l'altérité et qu'on se dit qu'il y a là source à enrichissement et à complémentarité. Et de fait, ça marche. Ça marche pendant un certain temps. Et au moment de la crise aiguë qui survient au centre de ce livre, celle du 7 octobre, eh bien, ça marche moins bien. C'est-à-dire qu'il y a des intimités et des altérités qui ne sont plus en accord, qui n'arrivent plus à se comprendre et qui viennent buter sur des événements extérieurs. Mais en fait, ces événements extérieurs sont révélateurs de dissensions qui n'ont pas toujours été comprises avant, qui n'ont pas été perçues même, et qui n'ont pas voulu être Ou dites perçues. aussi, hein. Oui, tout à fait. Comment? Je pense que aussi ces couples ou même les sœurs sentaient les différences, mais pour continuer à vivre en harmonie, ou ne les disaient pas, ou passaient par-dessus. Oui, il y a de ça, mais il y a aussi que à l'origine, par exemple, du couple entre Théo et Léa, il y a un désir de différence. C'est-à-dire que Léa ne veut clairement pas épouser Quelqu'un un de sa juif comme elle. communauté. Voilà. Et Théo veut épouser une juive. Donc, il y a chez eux un désir d'aller vers l'autre qui est très fort parce qu'il y a un emboîtement. Alors, Théo a été en effet préparé par sa mère à réparer la faute du crime de la Shoah. Et donc, quoi de mieux pour lui que d'épouser une juive d'origine polonaise, donc qui a subi la Shoah de plein fouet, enfin, dont la famille a subi la Shoah. Et pour Léa, épouser un juif, ce serait entrer dans trop de fragilité, dans trop de peur, dans trop d'angoisse.
Et pour elle, Théo, c'est le protecteur, en fait. C'est celui qui va être solidaire de cette histoire, mais qui va être différent, qui va être plus fort, qui va être l'abri en cas de problème. Et donc, c'est pour ça qu'au démarrage de cette histoire, il y a vraiment une volonté d'altérité qui est très forte et presque, enfin très ouverte, très déclarée, très assumée. Mais en effet, à l'intérieur de chacun, il y a des petites dissensions qui ne s'entendent pas, qui ne veulent pas s'entendre, mais qui vont être de plus en plus présentes. Et Théo, pourtant, a tous les moyens de comprendre Léa, y compris pendant le 7 octobre. D'ailleurs, il la comprend. Il ne réfute pas du tout la gravité de l'événement, au contraire. Mais il y a quelque chose en lui qui s'arrête, qui n'a plus envie de suivre, qui n'a pas envie d'être englué dans la tragédie. Euh, Sans doute parce que au fond de son histoire à lui, il n'y a pas ça. Et que donc, viscéralement et charnellement, si je puis dire, il ne sent pas la même chose que Léa. Et c'est à ce moment-là que Léa se rend compte de ça aussi, et que Léa se dit que même pour Théo, c'est difficile à vivre. Donc, de part et d'autre, finalement, il y a l'aveu que cette complémentarité ne peut plus marcher, en fait. Et c'est là que la comédie vient relever le drame, parce qu'en fait, c'est très triste. C'est-à-dire, il y a un constat qui, pour l'un et pour l'autre, est très triste, une rupture qui va vraiment les entamer, mais sur laquelle ils sont à peu près d'accord, finalement. Bon, et après, je ne vais pas déflorer la suite du livre, mais comme il y a d'autres vies qui vont se mettre en place, eh bien, il y a de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir et qui vont être, pour Théo, encore des occasions d'altérité. Mais d'altérité qui vont pas toujours fonctionner parce que c'est quand même ça qui, je sais pas si c'est décourageant, mais on se dit, mais est-ce que c'est vraiment possible cet accueil de l'autre dans ce qu'il est, dans sa grande différence? Je pense qu'en temps de crise, c'est difficile. Mm. Je ne vais pas me voiler la face. Donc, ce sont des situations inconfortables parce qu'il y a justement ces différences de point de vue et, euh, et parfois des gouffres qui n'arrivent pas à être comblés. Mais pour autant, je ne pense pas que le livre soit profondément pessimiste là-dessus parce que Théo va épouser l'identité d'une autre femme qui va encore une fois le séduire, l'attirer beaucoup et puis finalement aussi l'arrêter. C'est-à-dire que voilà, il reproduit un peu le même schéma qu'avec sa première femme. Et en fait, ce qui me semble, et c'est ce que le livre essaie de raconter, c'est que Théo euh, veut trop fusionner avec l'autre. Il va vers l'altérité sans être quelqu'un lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas assez conscience de là d'où il vient, de son histoire à lui, de pourquoi il y va. Et donc, il fonce tête baissée à chaque fois vers cet autre qu'est la femme aimée. Et sans doute, il est condamné à une forme d'inconfort et d'échec parce que je pense que pour vivre l'altérité le mieux possible, il faut savoir qui on est et arriver avec finalement plus de conscience de soi. Et peut-être que le personnage de Théo est armé intellectuellement, mais peut-être pas intimement, profondément. Enfin, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais envie de raconter ces relations d'altérité sur fond de crise qui les mettent à mal et qui peuvent les faire échouer. C'est très réussi en tout cas, Nathalie Azoulay. Donc, toutes les vidéos publiées chez POL. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous. Eh bien, pour terminer cette matinée, je vous propose d'écouter Neige Sino, qui, eh oui, revient avec un nouveau livre. Et alors, avant d'écouter Neige Sino, il faut que vous sachiez que ce texte, elle l'a écrit avant Triste Tigre. Et donc, c'est ce texte-là qui lui a donné un petit peu la façon dont elle allait pouvoir continuer dans l'écriture avec Triste Tigre. Donc, écoutons tout de suite Neige Sino pour son livre qui va paraître ce printemps, La Realidad. Eh bien, nous avons ce matin le plaisir d'accueillir nul autre que Neige Sino. Neige Sino, bonjour. Ça nous Bonjour. fait tellement plaisir de te retrouver, même virtuellement. Donc, évidemment, Neige, tu sais combien auprès des libraires et des bibliothécaires québécois, tu as une place dans leur cœur.
Je rappelle que ton livre Triste Tigre avait obtenu, en plus de tous les autres titres, le prix des libraires du Québec. Et tu nous reviens donc cet hiver, printemps, avec un livre qui s'intitule La Realidad, un livre autobiographique, un livre au jeu, qui met en scène deux amies, deux jeunes femmes qui vont entreprendre un voyage un peu incroyable pour se rendre à la Realidad, parce que la Realidad, de fait, c'est le nom d'un village, c'est le nom d'un village dans le Chiapas. Et ces deux jeunes femmes, donc, tu pourrais nous dire pourquoi elles sont si intriguées par le Chiapas. Je pense qu'il y en a une qui a envie de découvrir les Indiens de cette région, elle qui se sent la colonisatrice. Et puis surtout, il y a cette figure du sous-commandant Marcos. Alors, qu'est-ce qui déclenche le voyage de ces deux jeunes femmes? Alors, ce village de la Realidad, c'est le point de départ du livre, parce que ça m'a semblé une image intéressante, que ça s'appelle comme ça. Et donc c'est un livre qui est comme Triste Tigre, c'est un mélange entre des choses très prosaïques, très concrètes, très simples, un récit de voyage très simple de ces deux copines qui essayent d'aller au village de la Realidad et qui n'y arrivent pas. Et en même temps, il y a toujours une deuxième, comme une deuxième strate où il y a un questionnement philosophique sur qu'est-ce que c'est que la réalité et qu'est-ce que c'est que l'autre. C'est un livre qui questionne beaucoup la question, ce désir que j'avais et que j'ai toujours, puisque j'ai vécu 20 ans au Mexique, de connaître des gens très différents de moi, que sont les Indiens du Mexique. Et en même temps, ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes, ça pose plein de questions, puisque moi, je suis une femme blanche qui vient d'un pays qui a colonisé, et je me retrouve à vivre dans un pays comme le Mexique, qui a été colonisé par un pays européen. Et quand je suis arrivée au Mexique, j'avais plein d'idées préconçues. Évidemment, on a toujours, dans notre rapport à l'autre, on a des idées avant de connaître l'autre. On n'arrive pas comme un enfant à rencontrer quelqu'un et à l'accueillir tel qu'il vient. Et donc, ce livre questionne toutes ces choses-là. Et pour pouvoir questionner toutes ces choses-là sans que ça soit un essai, au début, j'avais l'idée de faire un essai, mais je me suis rendu compte très vite que si je faisais ça, c'était à nouveau utiliser la voix universalisante de celui qui sait, ou de celui qui parle en général et qui se cache un peu derrière ses idées. Et je me suis rendu compte que pour ce livre-là, comme dans Triste Tigre, je ne pouvais pas en fait faire un livre sans parler de qui raconte ça. Et c'est moi qui raconte ça. C'est moi, mais c'est moi il y a 20 ans, quand je suis arrivée au Mexique avec une copine, en ne connaissant absolument rien du Mexique, mais cette copine, elle connaissait des trucs et elle avait très envie de connaître ou de s'approcher des zapatistes du Chiapas. Et donc, il y a dès le départ un peu cette lutte entre toutes les deux. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire là-bas? Ça n'a rien à voir avec nous, on va les gêner. Je comprenais pas son envie, je comprenais pas son désir. Et puis, petit à petit, je me suis laissée gagner par sa fascination. La fascination qu'elle avait pour ce mouvement d'extrême gauche, de gens qui ont réussi à s'unir pour faire comprendre au monde l'injustice dans laquelle ils étaient. Et qui ont réussi à créer un langage pour qu'on puisse communiquer et qui ont invité des gens de la société à venir connaître ce qu'ils faisaient. Et donc, ce premier voyage, il y a un côté un peu tragique et un côté un peu rigolo, c'est que le Chiapas, c'est dangereux, ça reste un endroit dangereux. Et nous, on était deux jeunes Un peu aventurières, inconsciente. un peu inconscientes, il faut le dire, voilà. Et on se retrouve dans des mésaventures qu'on n'a pas souhaitées et on abandonne en chemin. Donc, la première tentative d'aller connaître ce monde, le monde indien, après, je questionne dans le livre toutes ces appellations aussi, parce que tout ça, c'est compliqué. Comment on nomme l'autre? Pourquoi est-ce que je les appelle les Indiens, alors qu'eux-mêmes ne s'appellent pas les Indiens? Enfin, toutes ces choses-là, elles viendront au fur et à mesure, mais le premier voyage, j'y arrive pas. Et puis ensuite, je raconte d'autres voyages pour arriver finalement à un endroit où je veux arriver, parce que on a l'impression, sûrement en lisant le livre, que ça va un peu dans tous les sens, mais en fait, je sais depuis le début où je vais. Et là où je vais, c'est aux rencontres de femmes qui ont eu lieu en 2018 et 2019 au Chiapas, qui ont été organisées par des femmes zapatistes qui ont invité des femmes du monde entier à venir se réunir pour réfléchir sur la violence faite aux femmes.
Et donc, c'est là que je vais. Mais pour raconter ce qui m'arrive quand je vais Il y là-bas, a beaucoup de détours, comme voilà, ce il y a beaucoup de détours. Et c'est un peu l'intérêt ou le jeu du livre, c'est celui ou celle qui veut m'accompagner jusqu'au bout, on est obligé de passer par ces détours. Et des détours qui sont peut-être un peu inattendus. Ou pas, justement. Peut-être les lecteurs ne sont pas surpris de croiser Antonin Artaud, par exemple, qui a été une des influences et une des idées que j'avais du monde indien, une des idées préconçues que j'avais du Mexique, c'est des idées que j'ai eues en lisant Antonin Artaud, qui avait une vision très particulière des peuples autochtones qui voyaient comme les seuls capables de nous sauver, les seuls peuples qui étaient en contact avec les éléments, avec la terre, qui avaient une religion primitive. Donc il y avait une idéalisation des peuples indiens que j'ai eue à travers mes lectures. Et donc pour pouvoir donner une idée un peu précise de ça, je raconte le voyage d'Antonin Artaud dans les années 30, en 1936, au Mexique. Donc c'est des détours comme ça, mais qui me permettent quand même d'arriver quelque part. Oui, donc ce livre est un récit de voyage au pluriel. Il y a Oui, c'est le ça. tien avec ton ami, tes voyages avec ton ami, et puis aussi celui, parce que c'est aussi ton écriture. Ce n'est pas qu'un récit de voyage, c'est une œuvre littéraire que ce livre-là aussi. Oui, mais c'était ça un peu le questionnement, c'est qu'un récit de voyage, c'est toujours double. Il y a toujours un voyage qu'on fait et puis le voyage intérieur, le voyage qu'on fait à l'intérieur de sa tête. Et ce qui me semblait intéressant, et ça c'est une idée que j'avais dès le début, c'était de mélanger les moments où le voyage intérieur correspond avec le voyage qu'on fait et les moments où ça ne correspond pas. Donc c'est un récit de voyage, mais c'est un peu aussi un méta-récit, c'est un récit qui se pose la question de comment raconter? Qu'est-ce que c'est raconter un voyage? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un voyage? Ou qu'est-ce qu'on ne fait pas d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on croit qu'on fait? Donc voilà, c'est en même temps un récit de voyage très précis, avec des anecdotes tout le temps, et en même temps une réflexion sur ce que c'est que ce voyage-là, ce voyage que j'ai essayé de faire et que je n'ai pas réussi à faire. Parce que j'ai fait un voyage, je n'ai pas fait rien, mais ce n'est pas le voyage que je pensais faire. Alors c'est ça la magie du voyage, c'est qu'on ne fait pas souvent le voyage qu'on rêvait de faire. Oui, c'est ça. C'est un livre sur la métamorphose. Il se construit au fil du temps aussi. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé en vivant pendant 20 ans dans un pays aussi différent que le Mexique. Et il ne m'est pas arrivé ce que je souhaitais qu'il m'arrive. Il ne m'est pas arrivé ce que j'imaginais qu'il allait m'arriver, mais il m'est arrivé quelque chose. Alors, pour découvrir ce qui est arrivé à Neige, je vous invite donc à lire La Realidad qui va paraître ce printemps, bien sûr, aux éditions POL. Merci beaucoup, Neige Sino. Merci Gilda. Eh bien, voilà, notre matinée se termine. Mais donc, vous voyez, c'est un tout petit échantillon de la rentrée de l'hiver et du printemps. Et nos équipes, Gabrielle, David, Guylaine, Isabelle, Caroline et Marie-Dominique, vous présenteront tous les autres titres importants de cette rentrée de la diffusion de Gallimard et de Flammarion. Je pense que je voudrais, elles ne sont plus là, elles sont parties, mais nous l'avons fait, remercier ces autrices parce que pendant que c'est la période de la promotion de leur livre en France, elles nous ont donné du temps pour être avec nous ce matin. Et puis pour Caril Tuile et pour Neige Sino, c'était la première fois, alors on en est très fiers, c'était la première fois qu'elles parlaient de leur livre. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est absolument magique. Et donc, je voudrais vous rappeler que la semaine prochaine, nous avons, pour celles et ceux qui le souhaitent, un autre rendez-vous, un rendez-vous avec Aude Sirier, qui est la directrice de la collection Quarto chez Gallimard, et avec Dany Laferrière, qui signe la préface d'un Quarto sur l'esprit des lois de Montesquieu. On va découvrir pourquoi Dany Laferrière aime l'esprit des lois de Montesquieu. Donc, c'est la semaine prochaine, le 28 janvier. Je remercie encore une fois Jean-Baptiste à la technique et je vous remercie à vous d'avoir été là ce matin. Vous allez pouvoir avoir la vidéo, la revoir et puis la faire diffuser autour de vous. Donc, à très bientôt et bonne rentrée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir.